Chère Valéria, j'ai eu la chance, il y a quelques années déjà, de vous entendre parler de votre métier de biographe hospitalière. Et j'en suis restée très marquée. Je trouve si beau et nécessaire de consacrer le temps qu'il faut pour récapituler une vie et la mettre en récit. Ce geste me fait penser aux évangiles, à ceux qui les ont écrits, et à cet étrange final de celui de Jean. Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. Comment choisir ce qui sera dans le livre, parmi tous les événements qui font une vie ? J'ai encore bien d'autres questions à vous poser et me réjouis de vous retrouver très prochainement à Chartres. Bien à vous, Marion. La biographie hospitalière, ça s'adresse à des individus qui sont gravement malades ou vraiment avec une vulnérabilité extrême et qui sont suivis dans un établissement de soins et à domicile ou à domicile. Et la proposition, c'est de leur donner la possibilité de se raconter à un biographe qui est formé, qui fait partie d'une équipe, de raconter des moments de vie et puis de recevoir gracieusement eux-mêmes ou un proche désigné le livre de leur vie. Je me dois d'être à la hauteur dans l'écriture et dans le langage, garder la mélodie de ce que j'ai entendu, mais je dois aussi penser à ceux qui vont lire. C'est vraiment du sur-mesure, c'est recoudre l'autre, je dis souvent de fil d'or, mais c'est vrai, parce que il faut imaginer un puzzle avec plein de pièces de puzzle, et là, notre travail, c'est de redonner de l'unité, de la cohérence et du sens, tu vois. Et en même temps, que l'individu qui va lire, il dise, voilà, quand je le lis, mon père est là. Quand je le lis, mon enfant est là. Je l'entends, je le vois. Avec les soignants, ça a été très fluide et assez simple, et voire même très aidant pour eux. C'est pour ça qu'ils parlent aussi d'un soin pour eux, la chose qui m'a vraiment étonnée. Et puis avec les personnes biographiées, avec les patients, en fait, il y a une confiance qui s'instaure très rapidement. Je ne sais pas pourquoi, c'est ainsi. Moi, je ne les vois pas comme des malades déjà, ça aide peut-être. Et puis je suis avec eux comme je suis avec tout le monde. Ça fait 18 ans que je fais ce métier. Dans le service, il y a plus de 200 décès par an. J'ai accompagné beaucoup d'individus. Si je n'étais pas dans cette... si je ne passais pas le relais à plus grand que moi, avec tous ces individus que j'ai pu accompagner qui sont morts, je ne sais pas comment je le vivrais. Aujourd'hui, je pense que je le vis avec légèreté. Ça peut sembler étrange, hein, mais je suis vraiment légère et dans une forme de joie parce que justement, moi, j'ai confiance en un après, si tu veux. Je les remets à plus grand que moi et je vais faire le boulot qui m'a été demandé. Je vais écrire le livre et voilà, chacun fait sa part. Je fais ma part ici et maintenant d'un petit scribe. Je suis pas du tout dans un milieu de prime abord, plutôt même ma maman est athée. Moi, très rapidement, j'ai demandé, je savais pas trop ce que c'était Dieu, etc. Mais très rapidement, j'ai senti que la confiance que j'avais en la vie, elle me dépassait. Enfin, tu vois, pourquoi tu nais quelque part avec cette confiance en la vie? Il y a bien quelque chose qui m'inspire et cette joie aussi. Parce que évidemment, comme tout à chacun, j'ai eu, tu vois, des moments difficiles. J'ai perdu mon papa très jeune. J'ai été accidentée, je suis restée 1 an alitée. Enfin, des douleurs physiques très vives. Mais j'ai une foi, je pense, très chevillée. C'est-à-dire qu'elle elle est pas du tout intellectuelle. Mais je m'en remets
Ouais, je m'en remets vraiment, à la grâce, quoi, j'essaie de lâcher prise le plus possible. Ça a été presque une obligation de lâcher prise dans ce métier parce que, parce que tu ne peux pas être plus grand et plus fort que la mort, du tout. Donc tu dois t'en remettre, à la vie et pour moi, la vie, c'est Dieu, quoi. Évidemment que, les épreuves, évidemment que les années, évidemment que ce métier que je pratique avec le service, qui me donne l'occasion de faire des rencontres incroyables avec mes contemporains, avec mes frères et sœurs, tu vois, nourrissent cette joie, vraiment, vraiment. Pourquoi? Tu veux que je te dise pourquoi ça nourrit cette joie? Parce que c'est de l'amour, en fait. C'est de l'amour en barre, c'est de la solidarité. Et pour moi, la solidarité, c'est la chose la plus essentielle au monde. Et la solidarité, c'est de l'amour. Voilà, tu vois, c'est très basique, hein. J'ai une joie basique. C'est ça, en fait. Mm. Bonjour Valéria. Bonjour Marion. Alors, c'est ici que vous avez vos bureaux, votre activité. Tout à fait, je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir chez nous, Mais oui, à Chartres. dans cet hôpital. D'accord. Mais surtout, on va aller dans le service d'onco-hémato. Et c'est le Déjà. lieu pionnier, en fait, C'est laboratoire de la C'est biographie hospitalière. Le laboratoire, le lieu de la création, la jeunesse, Ah ouais. on peut dire. Ah bah, je suis très heureuse. Bah, On je y vous va suis, alors. Allez, on y va. Avec un bureau pour la biographe. C'est vrai, j'ai cette chance. Valéria, je suis très heureuse, non pas de vous rencontrer, mais de vous revoir. Parce que souvenez-vous, on s'est déjà rencontrés et je vous avais entendu parler de votre métier. Je découvrais même l'existence de ce métier de biographe hospitalière. Quel est votre rôle si simplement c'est de la pure retranscription? J'imagine que c'est plus que ça. Sinon, la personne écrirait toute seule déjà, parce que aujourd'hui, la plupart des gens sont lettrés, donc sont certainement en capacité. Ou alors, ils s'enregistreraient et puis il s'agirait juste de mettre une reconnaissance vocale. Quel est votre rôle? En fait, non seulement je vais avoir donc cette transmission, cette matière un peu brute qui m'est donnée, je veux tenir parole et rendre parole, mais je dois aussi dans cette démarche-là prendre soin du lecteur. Oui, qui va lire vous devez dans prendre 2 soin ans. à la fois de Oui. celui qui vous confie Tout aussi l'histoire important. et celui qui va le lire. Parce que Oui. j'imagine que les personnes que vous accompagnez, qui vous confient une histoire à écrire, elles ont une intention. C'est ça, de elles transmission. ont une intention de transmission. Et parfois, je m'arrange avec même leur vérité. Parce que ils vont mourir, mais il y a ceux qui vont rester en vie. Ouais. Et c'est tout aussi important. Il y a un exercice que je fais quand je forme des gens, c'est que je joue le personnage malade. Et il y a autour de moi des individus qui jouent au biographe. Si nous sommes 6, il y aura 6 récits différents. Et pourtant, ils ont entendu tous la même chose. C'est bien la preuve, quelque part, qu'on n'entend que ce que l'on peut entendre, en fonction de son histoire aussi, en fonction du moment présent. Si on est bien disposé, moins bien disposé, si on est à l'écoute. Et parfois, j'entends des choses et je dis, mais elle n'a pas dit ça. Mais si, je l'ai bien entendu. On réécoute parce que c'est enregistré pendant l'exercice. Et non, pas du tout. Donc en fait, je leur explique souvent que le fait historique, peu importe. Enfin, il n'y a pas de validation, en fait. Si l'individu a dit ça, et même si c'est faux, et alors, enfin, il l'a dit à un moment donné, en étant persuadé d'être dans sa propre vérité. Et si l'autre retranscrit un peu à côté, c'est ainsi, c'est de la matière humaine, sensible. Ouais. C'est un peu ce que dit en fait ce dernier verset de l'évangile de Jean. Je vais le relire.
Donc Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. Comment ça résonne pour vous, ce verset, par rapport à ce que vous vivez ici? La première fois que j'ai remis le livre à un monsieur, il était très étonné. Il avait son livre dans la paume de sa main. Il dit, mais Valéria, c'est quand même impressionnant d'avoir toute une vie au creux de sa main. Et On se dit ça avec les nouveau-nés, en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et les livres. Et je me suis dit, mais oui, il semble impossible, même il me semble, un individu qui ne serait pas Jésus. Mais alors d'autant plus Jésus, c'est quelque chose d'infini, en fait. Ce serait infini. Et c'est ce qui est dit. Oui. Et pour reprendre ce monsieur à qui j'avais remis le livre, il était content. Ça n'a pas duré longtemps, notre enchantement à lui comme à moi. Et ça a un rapport avec ce verset, parce que à un moment donné, je suis en réunion d'équipe et j'ai mes collègues qui me disent que ce monsieur, il est aux urgences, il ne va pas bien du tout et qu'il a son livre avec lui. Et je vais le voir aux urgences et ce monsieur, il me dit, Valéria, il y a un point à la fin du livre. Je dis, ben oui, j'ai mis un point final. Et là, il me regarde et il commence à... Il pleure, en fait, et là, je comprends qu'il ne s'autorisait plus à vivre. Parce que j'avais mis un point final, en fait, il était déjà un peu mort. Atroce, atroce pour moi. Le ciel m'est tombé sur la tête. Et maintenant, on met une vingtaine de pages blanches à la fin du livre, parce que justement, on ne peut pas tout écrire et que ça ne rentrerait pas dans une pièce. Et que ces pages blanches, elles ont une symbolique et une puissance et une force. C'est la vie qui continue, c'est tout le livre, tous les livres qui ne seront pas écrits. Et en même temps, cette question du vide, du plein, de la présence, de l'absence, vous pourrez vous y prendre comme vous voudrez. On doit se les bien sûr. coltiner, en fait, au plus intime de nos vies. Et quel rôle jouent les mots par rapport à ça? La vraie mort, c'est pas la mort, c'est l'oubli, en fait. Et probablement que le livre conjurerait un peu ces mots-là, conjurerait un peu la disparition, le vide abyssal. Donc, ou alors, il y en a qui mettent même le livre sur leur table de nuit. Et ils trouvent un réconfort. Parce qu'il est là, en fait. C'est un peu le lien entre celui qui est mort, celui qui est encore en vie, le vivant. C'est comme une espèce... Et là, c'est tangible. C'est un livre. En plus, c'est un très bel objet d'art. Et qu'est-ce qui vous fait confiance ici, dans ce que vous avez entrepris, qui était une innovation, qui était un tâtonnement? Vous avez des complices aujourd'hui pour pouvoir pratiquer au quotidien ce métier? Dès que je peux, je leur rends hommage, parce que c'est grâce à cette équipe, à cette direction aussi, qu'aujourd'hui, il y a un diplôme universitaire, que j'ai pu former d'autres individus, qu'il y a d'autres services en France qui le proposent, maintenant en Belgique, en Suisse, au Canada. Enfin, c'est grâce à eux, c'est grâce à... On a cheminé ensemble, pas après pas, des petits pas, mais des petits pas assurés, sans calcul, sans stratégie, avec conscience, discernement. Et vous me feriez rencontrer l'un de vos complices, peut-être? Avec grand plaisir. Alors, qui ça? J'ai très envie de vous faire rencontrer le docteur Durier. C'est plus qu'un complice, en fait. Il a de suite compris. Ok. Il est et c'est lui qui pratiquement en parle le plus dans le service. Il est totalement convaincu. C'est lui qui peut dire que entre un bolus de morphine toutes les 4 heures et la biographie, il va privilégier la biographie. Waouh. C'est lui qui le met dans son parcours de soins. Donc je serais ravie de vous le présenter. Avec grand plaisir. Partagez.
Docteur Durier, vous nous accueillez là sur votre service d'onco-hémato. Et Valéria vous a présenté à moi comme un complice, un soutien même par rapport à cette démarche de la biographie hospitalière. Bon, moi j'ai envie de dire votre spécialité c'est le corps. Pourquoi ça vous intéresse, ces histoires de récits finalement? Eh bien parce que vous vous trompez. Ma spécialité, c'est pas le corps. Ah. Non, c'est l'homme. Ah voilà. Ou la femme. Mais c'est l'être humain. Et que je me refuse à faire ce distinguo entre le corps et l'esprit. Et ce qui fait l'être humain, c'est pas que le corps qui est malade. Et ce qu'on soigne dans le service ici, donc au hémato, c'est pas des corps, c'est pas des maladies, c'est des êtres humains malades d'un cancer. Ok. Et pour vous, quel rôle joue le récit, la mise en récit à laquelle participe Valéria auprès des patients que vous accueillez ici? Quand Valéria nous a proposé le travail de biographie, je pense assez rapidement, ce qui est venu en tête dans le récit, c'est l'unité. C'est-à-dire comment justement est-ce qu'un être humain qui est malade, que la médecine a découpé un peu en rondelles, avec un scanner de la tête, un scanner du ventre, avec plein de choses, des bilans biologiques, etc. Comment est-ce que toutes ces rondelles peuvent faire une unité qui va faire que l'homme qui détient toutes ces rondelles, qui est formé par toutes ces rondelles, va pouvoir s'exprimer et va pouvoir nous faire comprendre l'entièreté de la personne qu'il est. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Et en plus de ça, cette unité, vous dites, elle l'aide lui, mais manifestement, elle vous aide, vous, à l'aider aussi. Clairement. Et elle aide les soignants. Enfin, les soignants, c'est des gens un peu bizarres. Ils ont besoin que le malade aille mieux. On les aime pour ça. Ouais. Mais en fait, je tiens beaucoup à ce que ce ne soit pas une pièce du dossier médical. Le dossier médical, c'est une chose. La famille peut y avoir accès. Le récit de vie, seul le malade et son biographe y a accès. Moi, je n'y ai pas accès. Okay. Le malade sait que je n'y ai pas accès. S'il veut m'en parler, il m'en parle. Mais en fait, il ne m'en parle pas, ou vraiment exceptionnellement. Et j'ai ce rôle un petit peu bizarre d'entremetteur, comme disait un de mes anciens collègues ici dans le service. C'est-à-dire que je propose la biographie et j'explique au malade que ce récit va m'échapper. Et que je trouve que c'est très bien qu'il y ait un lieu où le malade puisse échapper au médecin que je suis, à la médecine, aux soignants, etc., pour pouvoir justement exister bien au-delà de ce que je représente, moi, avec ma belle blouse ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Vous dites quelque chose d'important sur le renoncement de votre pouvoir au profit du pouvoir du patient lui-même. Ouais. Ça rejoint aussi votre éthique, Valéria, c'est-à-dire rendre capable. C'est aussi une éthique dont on a parlé hier. Jésus, quand il guérit, il rend capable, en fait, plutôt qu'il affirme son propre pouvoir. Vous vous retrouvez aussi là-dedans ? Clairement, redonner une autre dimension, donner une place, cette capacité d'agir, mais d'agir autrement. Et alors, bon, on a compris en vous entendant, et ça fait du bien de l'entendre, que nous ne sommes pas que des corps. Mais alors, cette dimension du récit, faut-il la classer ? Je ne sais pas, mais j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'elle relève, d'après vous, d'une dimension psychologique ? D'une dimension spirituelle? Comment est-ce que vous qualifiez ça, en fait? Raconter son histoire, faire ce travail de biographie, ne cherche pas forcément à une interprétation. Il n'y a pas d'interprétation. Et comme il n'y a pas d'interprétation, c'est peut-être là la différence fondamentale avec un travail de psychologie, où on va peut-être chercher à donner des réponses ou à donner une interprétation. Et donc, en ça, je crois vraiment aujourd'hui que un malade peut tirer bénéfice de rencontrer un psychologue et de rencontrer la biographe, qui sont en fait deux choses assez différentes, je pense. Alors, je ne sais pas si Valéria vous a dit, mais je voulais la rencontrer aussi pour mettre en écho un verset de l'évangile de Jean avec sa pratique de biographe. Et ce verset, c'est le petit verset tout à la fin, qui dit si Jésus a fait beaucoup d'autres choses encore, et si on devait toutes les raconter, il n'y aurait pas, je pense,
suffisamment de place dans ce monde pour en contenir tous les livres. Et comment vous réagissez à ce verset, vous Je crois, alors ça c'est sûr que ce verset, en gros, il dit quoi? Il dit que la vie des hommes, la vie de Jésus est un mystère qui nous dépasse totalement. Ouais. Et que les pères de l'Église, quand ils ont essayé de formaliser un peu des choses, ils ont dit quoi? En tout cas, ce que j'en pense, c'est qu'ils ont dit que finalement, on n'a jamais fini de faire le tour de la vie de Jésus et qu'on est libre de l'interpréter. Et que plus on va interpréter, plus on va enrichir cette expérience d'évangélisation et de vie. Et que finalement, c'est cet enrichissement dans une historisation. On va aujourd'hui lire l'Évangile en 2025. Ce verset-là, il va nous parler de ça. Peut-être c'était pas pareil il y a quelques 100 ans ou 500 ans, j'en sais rien. Et je trouve que être capable de cette interprétation rend une image de ce mystère qui nous dépasse complètement et qu'on ne peut jamais mettre la main sur la vie de Jésus et que même l'Évangile, aussi bien écrit qu'il soit, ne nous permet pas de mettre la main sur la personne de Jésus. Et offrir à un malade la possibilité de faire son récit, où il va dire ce qu'il a envie de dire, nous permet aussi de ne pas mettre la main sur lui. C'est le buisson ardent, quoi. Le buisson ardent, en tout cas c'est bizarre, tiens, il y a un truc, là j'ai envie de m'approcher. Il faut s'approcher des malades pour comprendre ce qu'ils sont, puis à bout d'un moment, hop, cette terre est sacrée, enlève tes sandales, barre-toi. Et c'est exactement ça avec nos malades. Ah, finalement, ce regard que vous avez sur la vie de Jésus, vous le transposez sur toute vie qui croise la vôtre. C'est déjà pas mal. J'essaye. Il faut être modeste parce qu'on a tous nos limites et les miennes sont assez claires. Ouais. Mais vraiment, je crois que c'est très important. C'est très important. Et c'est en ça que vous commenciez par dire vous êtes médecin, vous vous occupez des corps. Non, les corps... Je comprends une partie de la façon dont ils fonctionnent. Une partie, parce qu'il y a pas mal de choses qui nous échappent. Mais le malade, dans tout ce qu'il est, m'échappe vraiment beaucoup, quoi. Et donc, par le récit de vie, lui donner la capacité de se restaurer, de retrouver une unité de sa personne, et d'avoir la sensation, la certitude, qu'il m'échappe, quoi. Et que j'ai pas envie de prendre le pouvoir sur lui. Eh bien, merci de nous avoir partagé cette vision de l'humain. C'est très réconfortant de l'entendre. Et on vous laisse retourner à toutes ces histoires qui habitent votre service. Très bien. Et qui ne sont pas que des corps. Voilà, je resterai avec ça. Ok. Merci beaucoup à vous. Merci. Frère. Je vous l'avais dit, hein. Non, mais des médecins comme ça... J'avoue. Ça fait 18 ans, voilà, tu comprends. Oh, quel timing. Il est parfait. Oui. Parfait. J'arrive dans 5 minutes. J'arrive. Alors Sylvie et Valéria avaient très envie que je vous rencontre parce que elle m'a dit que vous reliez des vies. Oui, je relis des vies, effectivement, et des livres de vie. Des livres de Oui. vie. Vous collaborez toutes les deux, Valéria à la biographie hospitalière et vous à la reliure alors. Oui. Ah oui, depuis... Depuis plus de 18 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors c'est un artisanat, ça c'est une chose, mais c'est déjà très impressionnant et magnifique. Et je me demande qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces vies que vous reliez justement. Moi, je les manipule quand même, ces biographies. Donc, je les colle, je les mets en place, je vérifie que... Ça, c'en est une, par exemple? Oui. D'accord. Oui. Et forcément, ça va de soi, quand il y a des photos, alors on est interpellé. Oui. Et puis on est plus ou moins sensible
à l'écriture, à la personne, à l'histoire. Oui. Et Valéria, pourquoi vous avez choisi Sylvie? C'est une rencontre. C'était La le projet première fois, aussi. c'était le projet. Oui. Mais la première fois, elle m'a expliqué qu'en fait, c'est assez kabbalistique. Hein. Il y a plein de petites choses, des petits fils qu'elle met à l'intérieur, que l'on ignore. En fait, il y a beaucoup de choses que l'on ignore. On en revient On en toujours à revient ça. encore à Il y a ça. tout ce qui Et se voit, ce qui absolument. s'entend, et il y a l'entreligne. Oui. Et quand tu m'avais dit ça, j'avais dit, voilà, Oui. elle a tout compris, Sylvie. Ouais. Elle a compris exactement, en fait, le propos. Et on commençait à peine. J'ai Oui. dit, OK, là, non seulement il y a une vraie rencontre avec des valeurs partagées, mais en plus, 18 ans après, ça n'a pas démenti, puisque on est encore là ce jour. Vous êtes encore reliés. toutes les deux. Ah oui, oui, oui. Tout à fait, absolument. Beaucoup. Absolument. Puis votre travail, il met un point final aussi, quelque part. Il marque la fin du livre infini. Un livre, Oui. au début, quand on commence à l'écrire, Mhm. il est infini. Et Oui. puis quand on C'est vrai. en est à la reliure, c'est qu'il est fini. Oui. Vous êtes celle qui en marque aussi la fin. C'est vrai que quand je travaille au choix des papiers ou autre, je veille à ce que, si c'est selon si c'est une femme, si c'est un homme, je fais attention au choix, voilà, du papier, de la couleur de la toile, de l'harmonie, oui. C'est le paquet cadeau, en fait. Ouais, Il faut pas se tromper. Je trouve que c'est important. Non, Oui. mais c'est beau, cette idée du paquet cadeau, parce que pour pouvoir offrir quelque chose, il faut aussi que ce soit terminé, en fait. Et on a tous tellement du mal à terminer nos vies, à terminer nos Oui. récits. Et c'est un beau geste de dire maintenant stop, moi je fais le paquet cadeau, et c'est comme ça que vous pourrez l'offrir aussi. Mais c'est vrai que ça concrétise, ça sacralise une Ouais. vie, en tous les cas. Oui, et tu te souviens du papa qui était là à l'atelier, qui était très ému parce que tu lui avais remis les biographies. Il y en avait une pour les enfants, Et oui. et en fait, il voulait pas le remettre à son fils. Ah, et qu'il l'avait trouvé. Ah, ça, c'était une belle histoire. C'est qu'on est autour de cette table, et puis le papa dit, moi, j'ai lu l'exemplaire de mon père, mais les autres exemplaires, je les ai cachés. Et il était venu accompagné de son propre fils, Adrien. Et Adrien dit, moi je l'ai trouvé et je l'ai lu. Et c'est grâce à grand-père et au livre que j'ai lu que j'ai eu mon bac. Et là, il y a eu commencé un petit, parce qu'en fait, il a expliqué que oui, grand-père, lui au moins il croyait en moi. C'était un jeune qui était appareillé. Lui, au moins, grand-père, il croyait en moi. Il était sûr que j'aurais mon bac. C'est pour lui que je l'ai eu. Et heureusement que je l'ai trouvé, le livre. Et nous, on était là, avec Sylvie, à assister à cette scène un peu surréaliste. Et c'était un beau moment. Je repense à ce que disait le docteur Durier ce matin. Le fait que quand on est confronté à la maladie, on est en morceaux. Et oui. Oui. On est morcelé Ça, par c'est l'unité. l'acte médical, et finalement relié, c'est aussi vous proposer à la personne de retenir en un seul être, quoi. Oui. Absolument. Avec un tout petit fil. Avec un tout petit fil. Entre autres. Bravo Sylvie. Entre autres.